Mais tout d'abord, retour au terrorisme avec un grand succès policier ce vendredi, mais aussi de graves questions sur l'enquête et sur la menace. Pour introduire ce débat, je vous propose un document. 2 semaines après les attentats de Paris, j'ai pu rencontrer avec Nathan Squares, le rédacteur en chef de cette émission, la sœur de Mohamed Abrini à Molenbeek. Cela reste sa seule interview télévisée à ce jour. À l'époque, M. Abrini est déjà considéré comme le principal complice et ami de Salah Abdeslam, mais il n'est pas encore l'homme au chapeau, évidemment. Les Abrini habitent à 40 mètres de chez les Abdeslam, sur la place de l'Hôtel de Ville à Molenbeek. Le trajet à pied dure 40 secondes. Avant les attentats, Mohamed Abrini tenait une sandwicherie à Molenbeek, mais il avait déjà de nombreuses condamnations pour vol à son actif. Un autre de ses frères, Souleymane Abrini, est parti faire le djihad en Syrie. Il y est d'ailleurs mort. Toutefois, d'après la sœur, il ne faut pas confondre les deux frères. Sans aucune résistance, l'homme plaqué au sol et maîtrisé... Ce n'est pas le bon reportage. Nous allons donc voir, il y a un peu de tension sur ce plateau, mais ça va s'apaiser. Nous allons voir donc le témoignage de la sœur de Mohamed Abrini. Le voici. Enfin, j'imagine que le voici, sinon on passe à la suite. On continue avec, donc, je vais simplement accueillir les précédents, les membres du panel. Je vais vous demander donc, messieurs, mesdames, de faire diligence, comme on dit. Ah non, on a le sujet. On a le sujet, voici donc, il ne faut pas faire diligence tout de suite, on le fera pendant le sujet. Voici la sœur de Mohamed Abrini. Mon frère Souleymane n'est pas mon frère Mohamed. Pour moi, Mohamed n'a rien... Enfin, voilà, c'est le jour et la nuit. En quoi vous voulez dire c'est le jour et la nuit? Que voulez-vous dire par là? Dans le sens où Mohamed, il voyageait, pour lui, même quand bien même on pourrait dire de lui qu'il a fait de la prison, etc. Bon, les erreurs du passé, tout le monde en fait. Et moi, je sais que mon frère il n'a rien à voir avec tout ce qui a à voir avec la Syrie, etc. Voilà. Il y a plein de choses qui se disent, comme quoi il oblige sa future femme à mettre la burqa alors qu'elle ne porte pas le voile du tout. Donc déjà là, on voit qu'il y a beaucoup d'amalgame et ça, c'est inacceptable. Et au niveau foi, au niveau croyance, il était très radical. Il ne pas serrer la main à des jeunes filles, des choses comme ça, c'est pas son genre. Pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, son avocate pourrait le prouver. C'est pas parce qu'on prie 5 fois par jour que ça veut dire que ça fait de nous des terroristes ou des radicalistes. Bonjour Claude Moniquet, expert en contre-terrorisme. Bienvenue Olivier Martins, avocat de divers prévenus dans le dossier attentat, notamment Faisal Chefou qu'on a pris un moment pour l'homme au chapeau. Bienvenue José Masquelin, vous êtes là José, du Laatste, vous êtes le journaliste judiciaire le plus célèbre en Flandre. Bonjour Samuel Leitstedt, vous êtes spécialiste, vous êtes psychologue, psychiatre même et spécialisé dans les comportements terroristes. Emmanuel Pratt et Alain sont également de la partie. Je commence par la question que tout le monde se pose, et je vais m'adresser à José. Est-ce qu'on est sûr, José Masquelin, aujourd'hui, que Mohamed Abrini est bel et bien l'homme au chapeau? Je lis dans plusieurs articles de la presse flamande ce matin qu'on a des doutes. Mais il y a des gens du côté flamand, des experts qui ont des doutes, au moins un expert. Je dois dire. Et pourquoi? Pourquoi des doutes? Parce qu'il dit pas, c'est pas dans le style des terroristes, des membres de Daesh, de parler avec la justice. Mais bon, oui, puisqu'ici, c'est Abrini a lui-même dit qu'il était il a confirmé que c'était bien lui, selon des sources judiciaires, selon un communiqué officiel du parquet fédéral, c'est bien lui, il a avoué, il y a des preuves que c'est bien lui. Donc moi, je crois les autorités judiciaires, les experts, ils ont des opinions. Mais bon, c'est pas M. Van Ostein du côté flamand qui a arrêté M. Abrini. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres, il y a des bruits qui vont dans ce sens. Ce n'est pas lui qui a interrogé M. Abrini, ce n'est pas lui qui a placé M. Abrini sous mandat d'arrêt. Donc moi, je crois les autorités judiciaires. Claude, il y a des doutes ou pas? Alors moi, il y a deux choses différentes. Moi, je ne fais aucune confiance à ce que disent les gens de Daesh quand ils sont en détention. Mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses qui montrent que c'est lui. L'aveu d'Abrini qui est important à mes yeux, c'est le fait que le parquet dise que la reconnaissance faciale, qui est un logiciel utilisé aux États-Unis dans différents pays qui fonctionne bien, dit la photographie de l'aéroport et la photographie de monsieur prise après son arrestation de monsieur Abrini, il y a un certain nombre de points de comparaison, comme sur des empreintes digitales, et à partir d'un certain pourcentage, on a une certitude scientifique. Et le parquet nous dit, nous avons la certitude que c'est monsieur le troisième homme. Pour moi, l'affaire est réglée.
au-delà des aveux de M. Abrini. Et effectivement, il y a une confusion qui est entretenue par certains qui disent « nous ne croyons pas les aveux ». Moi non plus, je les crois. Mais ce n'est pas les aveux, c'est la preuve scientifique qui est importante. Voilà, donc le dossier est clos, en tout cas provisoirement. Il a revendu le chapeau, dit-on. On essaiera pas de le retrouver. Enfin, c'est lui qui le dit, ça aussi. Et je vois que vous n'avez aucune confiance. Le parquet fédéral est très prudent. Ils se sont déjà trompés. Oui, on va en parler. Donc voilà, maintenant, ils ne vont pas lancer des confirmations qui ne sont pas scientifiques. Puisqu'ils l'ont confirmé tout à fait clairement. Nous revenons à cela dans quelques instants. En attendant, il est midi. Dans une heure, c'est le RTL Info 13h. Nous rejoignons immédiatement Caroline Fontenoy à la rédaction. Caroline, vous reprenez évidemment le fil en ce qui concerne les aveux de Mohamed Abrini. Effectivement, vous venez de l'évoquer, Christophe, les aveux de Mohamed Abrini, qui est donc le troisième suspect que l'on aurait aperçu à l'aéroport de Bruxelles le jour des attentats, le fameux homme au chapeau. Ça a été donc confirmé par le parquet fédéral, mais d'autres aveux aussi de ce suspect principal. C'était Paris et non Bruxelles qui était visé au départ par le commando. Et vu la tournure de l'enquête, eh bien, le commando se serait donc rabattu sur la capitale avec donc les conséquences que l'on connaît. On en reparlera dans le RTL Info 13h. Et on va en reparler tout de suite d'ailleurs avec notre panel. Le budget de l'État. Oui, ça fait partie. Donc hier, c'était l'ajustement budgétaire et on a eu toute une série de propositions des ministres. Et parmi les mesures proposées, eh bien, la flexibilité des travailleurs, l'augmenter avec ce qu'on appelle le travail faisable, c'est-à-dire que les horaires seraient adaptés en fonction de la charge de travail. Ça signifie aussi que le cas échéant, les horaires pourraient passer à plus de 38 heures par semaine. Vous vous en doutez que ça fait beaucoup réagir. Et ça aussi, on va en parler. On parle de la même chose, c'est formidable. On se complète, Caroline, je n'en ai jamais douté. Grave incendie en Inde. Oui, un incendie dans un temple hindou provoqué par un feu d'artifice. Alors des milliers de personnes étaient rassemblées parce qu'on fêtait là-bas, c'était les célébrations du Nouvel An hindou. Et le bilan est extrêmement lourd puisqu'on parle d'une centaine de morts et de 280 blessés. Effectivement, tout à fait dramatique. Enfin, là on change tout à fait. Les carbonara, le spaghetti carbonara va vous occuper. Oui, on va voir si on est raccord, Christophe. Comment préparez-vous le spaghetti carbonara? Et comme vous, Caroline, enfin avec un peu de crème et un peu de lard. Oui, mais faites attention justement, vous allez vexer les Italiens qui sont à cheval là-dessus. Pour eux, c'est une véritable institution. Et ils sont très fâchés car pour l'instant circule une recette française sur les réseaux sociaux qui n'a rien à voir avec l'original. Et Christophe, on parle déjà d'une affaire d'État. Merci Caroline, on vous retrouve à 13h. Un mot encore sur la météo, de 12 à 16 degrés, belles éclaircies, averses possibles en Ardennes et dans l'Est des nuages. Maître Martine, c'est vrai que vous êtes toujours l'avocat de Faisal Cheffout qu'on a pris à un moment pour ce fameux homme au chapeau. Donc il y a des erreurs possibles dans ce dossier. Enfin, le parquet à l'époque n'avait jamais dit formellement qu'il était bel et bien l'homme au chapeau. On est bien d'accord. Il y avait simplement, comment dirais-je, une suspicion. Le parquet ne l'avait peut-être pas dit, encore que je n'ai pas dû les communiquer à ce moment-là, mais en tout cas, il a été placé sous mandat d'arrêt et le juge d'instruction avait constaté des indices de culpabilité. C'est vrai que, est-ce qu'il faut retenir une chose de cette affaire-là, c'est que le seul indice qu'il y avait, c'était la reconnaissance par le chauffeur de taxi sur photo et également une reconnaissance derrière une vitre sans teint, ce qu'on appelle un judiciaire, un line-up auquel j'ai participé et auquel moi-même j'ai pu voir que le chauffeur de taxi reconnaissait formellement M. Cheffout, alors que ce n'était pas M. Cheffout. Enfin, là, il n'y avait pas d'éléments comme ici, des éléments tout à fait matériels, manifestement, qui permettaient de faire le lien. Hein. C'est ça l'idée. Disons, il n'y avait pas d'éléments. Moi, j'ai demandé effectivement des vérifications qui se fassent, que le juge d'instruction a fait immédiatement, parce que je n'ai jamais cru à la piste de M. Cheffout, et ça s'est avéré être. Et vous croyez en celle d'Abrini? Enfin, c'est pas à vous de vous. Abrini, je n'en sais rien, je n'ai pas accès au dossier. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de donner un avis quand je n'ai pas étudié un dossier. Il y a aussi une question qui fâche dans le dossier, et ça va nous mener aux attentats qui peut-être devaient avoir lieu à Paris et non pas à Bruxelles. Cette question qui fâche, c'est la suivante. Un avocat bruxellois, Sébastien Courtois, affirme que les kamikazes de Bruxelles sont passés à l'action parce que le lundi 21 mars, le parquet fédéral a lancé un avis de recherche contre 2 membres du commando, Najim Lachraoui et Mohamed Abrini. Les 2 hommes, se sentant menacés, auraient donc frappé en précipitation le lendemain à Bruxelles. Le parquet fédéral ne cesse de communiquer avec le résultat que le lendemain, il y a eu 34 morts à Zaventem parce qu'ils ont jugé utile de balancer les identités des suspects dans la presse. Bon, est-ce que c'est crédible ça, hein? C'est vrai que Caroline Fontenoy vient de nous le dire, hein? C'est une dernière version qui court, c'est que les attentats devaient avoir lieu à Bruxelles et non pas à Bruxelles. Il y aurait eu précipitation, à Paris, pardon, bien sûr, veuillez m'excuser. Est-ce que c'est à cause de ça?
Expliquez-nous. Je crois que la presse, de toute façon, n'attend pas d'avoir la confirmation du parquet quand il y a des indices ou quand il y a des tuyaux. Juste pour info, les deux frères El Brakaoui, eux, ont été mis en une du journal La Dernière Heure le 16 mars parce qu'on pensait que c'était eux qui avaient fui de forêt. Donc ils savaient à ce moment-là qu'ils étaient recherchés. Est-ce que c'est ça qui a poussé qui a précipité? On pourrait aussi l'imaginer. C'est sans doute pas le cas, mais je veux dire, tout est possible comme argument. Et pour moi, ça ne tient pas là. José Mascala, il voulait frapper à Paris et pas à Bruxelles. Selon les dernières informations du parquet qui sont confirmées pour l'instant par le parquet fédéral, ils avaient le projet d'attaquer à Paris. Et ils se sont sentis menacés, mais menacés par quoi? Alors ils se sont sentis menacés par quoi? Ils se sentaient chassés. Ouais. Donc depuis longtemps, parce que ça correspond un petit peu. Les taux évidemment, il faut bien les chercher. Donc, sur l'ordinateur d'un frère Bakraoui qui dit « je me sentais chassé ». Et on peut éviter ça. Vous êtes donc le psychiatre de service, hein, M. Lechtet. On peut éviter ça. La police doit arrêter de citer des noms pour que justement, vous êtes spécialiste du terrorisme, pour que ces gens-là ne passent pas à l'action se sentant chassés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça paraît, c'est la quadrature du cercle. Là, si on ne met pas le signalement, on ne les retrouve pas. Et si on met le signalement, ils passent à l'action. C'est épouvantable. C'est compliqué. C'est un peu le chien qui se mord la queue. C'est difficile il faut quand même diffuser les informations. Donc c'est effectivement très difficile. Oui. On ne peut pas dire que c'est la faute du parquet, de cette communication qu'ils ont attaquée. C'est un avocat qui dit ça. Ça n'a rien à voir. En plus, ces gens-là ne doivent pas lire dans la presse qu'ils sont poursuivis par la justice. Ils le savent. Oui, Claude, là-dessus, sur Paris et Bruxelles, et puis Alain. Sur Paris, j'ai très peu de doutes. Alors, je dois encore faire une vérification, mais je vais faire du teasing. Mais ils auraient fait donc Paris et non pas Bruxelles. Je vais faire du teasing. Dans le journal de 13h, je vous donnerai les cibles qui étaient visées à Paris. Mais je dois faire une vérification. D'accord, vous devez faire des vérifications. Oui, vous aurez quelques minutes pour le faire. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on avait dit qu'ils allaient attaquer le central nucléaire ici en Belgique, qu'ils voulaient attaquer le Parlement, qu'ils voulaient s'en prendre à tout. Et finalement, on se rend compte que dans les aveux, c'est Paris. Oui, mais c'est bien l'exemple du rôle, un grand respect pour la presse, comme tu le sais, mais du rôle parfois un peu néfaste que joue la presse. Les centrales nucléaires belges n'ont jamais été visées par cette centrale. Et ça, je le sais de science pure et personnelle. Je travaille sur ce dossier de manière professionnelle pour un de mes clients. Il y a eu la surveillance de quelqu'un au centre de Mol, mais les centrales belges n'ont jamais été visées. Et ça a fait la une d'un certain quotidien 2 fois de suite, avec des effets catastrophiques sur l'opinion, bien sûr. Alain. Oui, tout d'abord par rapport à la séquence précédente, si j'ai choqué, je tiens à présenter mes excuses, mais il n'empêche que je n'aime pas qu'on décrédibilise une institution comme la Ligue des droits de l'homme parce qu'elle est subsidiée. Je parlais simplement de l'observatoire des polices. Alain s'est excusé, on passe à la suite. Donc tu t'excuses bien, je ne suis pas facho, parce que c'est ça que je veux entendre. Je ne suis pas fasciste et je ne salue pas. Non, mais je veux vraiment... Alain s'est excusé, je pense que c'est clair. Oui, ça c'est le problème, c'est qu'évidemment... Non, parce que les gens qui prennent en cours de route ne savent peut-être pas de quoi tu t'excuses. Non, je ne suis pas sympathisante du FN. Non, je ne suis pas facho. Si tu as dit que je saluais les gens... C'est clair, on en reparlera en coulisses tout à l'heure, je crois que c'est clair. Voilà, Alain, s'il vous plaît. Vous continuez, s'il vous plaît, Alain. Non, ce qui m'a frappé dans les déclarations de M. Courtois, et là je voudrais avoir l'avis de M. Martins, c'est que quelque part c'est très vicieux ce qu'il fait. Parce que c'est vouloir déstabiliser le parquet et l'action du parquet dans l'enquête qui est menée. Et donc, est-ce que du point de vue éthique, ça c'est louable? Mais par rapport au parquet, quand même, j'ai un truc quand même assez étonnant, ce qui s'est passé hier, c'est quand même que le type, il s'enfuit de l'aéroport de Zaventem et il vend son chapeau. Information. C'est ce qu'on a dit, oui. C'est ce que lui a dit. Alors, est-ce qu'il y a un public pour ça, pour acheter un bob à un moment sur la route à Bruxelles? Et là, on se demande, vous voyez, aussi, à un moment, le parquet, est-ce que, aussi, parquet, à un moment, qu'on donne des informations comme ça, bon, est-ce que c'est crédible? Mais par rapport à l'attitude de M. Courtois, moi, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Une phrase là-dessus, comme méthode. On passe à l'enquête, vraiment. Moi, d'abord, ce qui me dérange d'une manière générale, c'est cette volonté, mais je sais qu'on est dans une société d'immédiateté et de communication, de vouloir tout savoir tout de suite. Or, il y a un secret de l'instruction. Ouais. C'est vrai que le parquet a le droit de communiquer. C'est vrai que nous, les avocats, nous avons aussi la possibilité de répondre à ce qui est dit pour établir une réalité. Alors, ce que dit M. Courtois, moi, encore une fois, c'est toujours difficile, mon confrère, ce qu'il déclare, d'apprécier par rapport à un dossier, en tout cas ce versant-là que je ne connais pas. Mais si c'est son opinion... et qu'il le dit en son âme et conscience, il a le droit de le dire. Moi, ce que je regrette, juste sur ce point, mais je reviens juste à mon cas, M. Chefou, c'est que lui, on n'a pas hésité, je dirais, à le citer.
On n'a pas hésité à donner son nom. Alors c'est vrai, aujourd'hui on dit « Ah, c'est pas lui », mais dans un premier temps, déjà, je crois le vendredi ou le samedi, il y avait son nom, il y avait son prénom, et on disait « Il est le troisième homme ». Okay. Pourquoi ils ne se sont pas fait sauter, José? Je pose la question à chacun, évidemment. Pourquoi aussi bien Abrini que l'autre, ici au métro Malbec, Osama Krayem, pourquoi ces deux hommes ne se sont pas fait sauter? Ça paraît aussi très très bizarre. Honnêtement, je le sais. Et Salah Abdeslam à l'époque, évidemment. Je ne sais pas. On ne comprend pas ça. C'est une très bonne question. On ne comprend pas pourquoi ils étaient présents, ils sont revenus. Est-ce qu'ils avaient d'autres projets? Ce sont des bonnes questions à poser à ces gens-là. Pour l'instant, M. Abrini, il parle avec la justice, laisse parler ce monsieur avec la justice. Et bon, on verra bien ce que ça donne. Est-ce qu'il ment? Bon, de toute façon, il ne ment pas sur son application. Il a avoué qu'il était là à Zaventem. Et c'est prouvé, scientifiquement que c'était bien lui. Donc, sur ce point-là, il ne ment pas. Espérons qu'il dit la vérité, qu'il aide à la justice. Vous savez, quand vous dites c'est prouvé scientifiquement, soyons prudents, parce qu'il y a un dossier qui est à l'instruction, avec un juge d'instruction. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de déclaration, en tout cas de certitude qui sont affirmées par rapport à ça. En tout cas, le parquet l'a dit noir sur blanc. Il y a plus qu'une reconnaissance d'un chauffeur de taxi pour l'instant. Donc il y a plus que ça. Claude, vous n'avez pas lu le dossier, moi non plus. Claude, sur cet aspect, ils ne sont pas fait sauter. D'abord, il n'y a pas d'obligation de se faire sauter pour les gens de l'État islamique. Quand ils rejoignent la Syrie, ils remplissent